Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Cap sur la Deep Tech et l'IA. Bertrand Diard, Venture Partner chez Serena Capital. On a des compétences dans nos operating partners qui sont tournées vers ces fonds-là. Il y a des sujets un peu transverses quand même, et particulièrement évoqués les RH. Ça reste des sujets, toutes nos sociétés ont des besoins d'un point de vue technologique d'avoir les meilleurs ingénieurs. Donc ça, c'est plutôt transverse. En revanche, tu as parfaitement raison de le préciser, on n'est pas dans les mêmes types ni d'exécution de go-to-market par exemple, ni de construction d'un product market fit ou de compétences du type product manager, product marketing. Effectivement, on est obligé de se spécialiser sur ces thématiques-là. Pour ce sujet demandé par de nombreux auditeurs, je suis heureuse de m'entretenir avec Bertrand qui dispose d'une expertise incroyable en deep tech, entre autres. Nous regardons de plus près les fonds Data Venture 1 et plus récemment 2 lancés par Serena Capital. Bertrand nous explique leurs convictions, nous donne des éléments de compréhension sur cette verticale pointue qui nécessite de la part des équipes fondatrices, mais aussi de leurs investisseurs, des expertises vraiment très spécifiques. Nous prenons aussi le temps de mieux comprendre Serena et son ADN très entrepreneurial. Bertrand nous explique comment fonctionne l'équipe des Operating Partners, Serena Squad, mais aussi plus spécifiquement dans le cadre des fonds Deep Tech. Un épisode comme je les aime, technique, pointu, mais dans une ambiance détendue avec un invité tout en modestie. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Bonjour. Merci de m'accorder un petit peu de temps, parce que je sais qu'aujourd'hui ton temps est très compté, je dois être la 10e sur ton agenda. Donc. Non, j'irai pas jusque-là. Alors, beaucoup de sujets à courir avec toi. Je vais commencer par le premier. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Écoute, je suis Bertrand Diard, donc je suis partner chez Serena Capital. On rentrera, j'imagine, avec toi un peu plus dans le détail juste après. Et au niveau de ma carrière, je suis entrepreneur en fait. Je suis un baby VC, si je peux me permettre l'expression. C'est assez récent pour moi. Ma carrière était vraiment tournée vers l'entrepreneuriat et la technologie. J'ai eu l'occasion de créer une boîte en 2000 pendant la bulle Internet, qui n'a pas très bien fini, enfin qui a explosé avec la bulle. Donc ça c'était intéressant. Et j'ai recréé une autre société en 2005 qui s'appelait Talend. Je ne vais pas rentrer dans le détail, à moins que tu veuilles qu'on rentre dans le détail, mais on n'a pas le temps, malheureusement. On n'a pas le temps, excuse-moi, pardonne-moi, c'est de ma faute, je le prends pour moi. Donc en 2005, il faisait du data management. Donc le pari en 2005 était assez clair, c'était de se dire, en fait, tous les grands players du software et de la technologie misaient sur le fait, je peux les citer, en plus c'était des compétiteurs / des amis à une certaine époque, mais SAP, IBM, Oracle disaient toutes les données vont venir chez nous par définition, et du coup on va prendre le contrôle des systèmes d'information et des organisations. Et en fait, on a fait le pari que ça allait pas se passer comme ça. On a dit en fait il va y avoir une multitude d'applications qui vont se créer, qui vont générer de la donnée. Et en fait l'enjeu de demain, ce sera de s'assurer que ces données, elles se parlent entre elles. Elles soient managées, coordonnées, sécurisées, administrées. Enfin bon, je te passe les détails. Et donc on Très visionnaire. Alors c'est facile de le dire a posteriori. Si, quand même. Et donc on a décidé de créer en 2005 en fait ce fameux layer qui faisait du data management qu'on a créé en France, qui est toujours resté une boîte française. Moi, je suis parti aux US après en 2006 pour développer la boîte dans le monde. Et on est devenu leader de notre catégorie devant tous ces grands acteurs que j'évoquais en préambule, avec une approche qui était open source à l'époque, assez novatrice aussi. Et puis, bon, après, si tu veux, on rentrera dans le détail, mais on a fait 2006-2016 et on s'est introduit sur le marché américain. Top. Sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, exactement, aux US. Donc, toute une étape de private equity international, français, anglo-saxon, et ensuite américain, et puis ensuite le marché public américain. Super. Alors ça, c'était quand tu étais entrepreneur. Ouais. C'est quoi le lien avec le VC ? Pardon. Alors exactement. Donc 2017, je décide de revenir en Europe pour plein de raisons, dont des raisons aussi familiales. Donc je décide de revenir en Europe. J'avais laissé ma place de CEO de Talend. J'étais dans le board. Donc c'était quand même un petit peu moins prenant. Et donc à ce moment-là, je me suis posé la question de ce que je voulais faire. J'ai rencontré un certain nombre de gens, et dont un certain nombre d'acteurs, même publics, qui justement avaient la vision de dire il nous faut des fonds beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus structurels. Et j'ai décidé en 2017 de créer le premier fonds, donc Data Venture 1 avec Serena, avec une thèse d'investissement qui était d'aller sur toutes les entreprises qui
qui était tourné vers le management de la data et l'intelligence artificielle. Donc maintenant tout le monde en parle. Précurseur à nouveau. Là, c'est rigolo parce qu'on lançait le fonds la semaine dernière. Ouais. Et c'est Le 2. Ouais. Le 2, exactement. Ouais. Mais en fait, tout le monde pense aujourd'hui. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'a pas fait non plus d'étincelle en marketing. Quand tu dis que c'est Data Venture 2, ils se disent il y avait un 1, qu'est-ce que vous faisiez avant ? Et donc là, on peut justifier notre présence et notre vision initiale qui était de dire la data et l'intelligence artificielle en 2017 va devenir clé dans les organisations. Donc on fait ce premier fonds en 2017. Au sein de Serena Capital. Au sein de Serena Capital. Si tu veux, je te donne 2-3 petits mots et la vision et la stratégie de Serena. Si carrément, ça oui, tout à fait. Serena, donc, c'est une société de gestion qui est née en 2008, qui a aujourd'hui 750 millions sous gestion, avec une stratégie très très particulière à 3 niveaux en fait. Donc d'abord le point le plus important, c'est que c'est un des seuls capital risqueurs en France / en Europe qui a un DNA vraiment entrepreneur. Donc c'est-à-dire que tous les partenaires de Serena, on a été des entrepreneurs à plus ou moins grande échelle, mais peu importe. Donc on a opéré à un moment de notre vie. Et j'en parlais en préambule. Le deuxième play qui est vraiment important pour nous, c'est qu'on a été les premiers en 2017 aussi à créer ce qu'on appelle une operating team chez nous. Donc, c'est-à-dire que notre constat, c'est de dire finalement ton dollar, c'est le même dollar qu'un Sequoia ou c'est le même dollar qu'un Andreessen Horowitz. Le seul delta que tu peux créer, c'est de t'impliquer dans l'organisation. Et je sais que tu as reçu quelques personnes qui ont l'occasion de nous côtoyer dans notre implication sur l'organisation. Donc, c'est une vraie réalité. Donc, on s'implique dans l'organisation pour accompagner nos équipes fondatrice et leverager notre dollar. Enfin, on ne fait pas ça pour se faire plaisir. Hein. Donc, je me doute. Donc, et ça, depuis le départ, il y a ça ? Depuis 2017. Oui, mais depuis le départ, il y a cet ADN d'accompagnement. C'est ça, parce que c'est très fort chez vous. Hein. Exactement. ADN d'entrepreneur, ADN d'accompagnement. Alors après, c'est très marketing maintenant de faire de l'operating dans tous les fonds. Et mais il y a différentes... exactement. Donc, on s'en était parlé. On s'en est déjà parlé. En fait, le truc assez simple, c'est il faut regarder les PNL des sociétés de gestion. Et nous, vous verrez que 50% de notre PNL est consacré à l'operating. Donc ça, c'est pour nous fondamental. Et en fait, on est convaincus que c'est là que se trouve la performance. C'est ça, Serena Squad ? Alors, Serena Squad en fait partie, exactement. D'accord. Donc, il y a 3 piliers, si tu veux, dans l'operating. Il y a toute une partie onboarding, il y a toute une partie accompagnement sur des chantiers stratégiques, que ce soit marketing, sales, finance, HR, peu importe. Et ça, c'est les operating eux-mêmes qui sont chez nous à demeure, comme je te l'ai expliqué, qui sont à la disposition de nos organisations pour les aider dans leurs projets. Et après, effectivement, on a un outil qui s'appelle la Serena Squad, où aujourd'hui, on a plus de 500 C-level. Je pense, qui s'entraident entre eux. C'est top. Ouais. J'avais pas compris ça. Ouais, c'est l'effet du réseau. C'est assez incroyable. Hein. N'importe quel type de question sur n'importe quel type de sujet, je crois que le temps de réponse, c'est moins de 15 minutes. Et c'est le CEO de DataIQ, c'est le patron du marketing de Cyber Angel, c'est le patron du marketing de Mindy qui te répond. Donc en fait, ça crée en fait un cercle vertueux dans notre communauté. Top. Vraiment, vraiment impressionnant. Et pour être franc avec toi, même nous, on a été très, très surpris du succès de cette capacité à échanger et de collaborer ensemble. Alors, et vous scalez comment ? Tiens, excuse-moi, je fais une petite aparté, mais tout ce knowledge qui est partagé, vous le storez dans une database, une knowledge base ? Oui, exactement. Alors après, on n'est pas des rocket science en technologie, on utilise Google pour pas les citer. Je ne sais pas si tu as des contraintes sur ton podcast au niveau des marques. Absolument pas. Non, ok. Donc on n'a pas créé notre propre outil spécifique. On a intégré des outils existants du marché qui nous permettent effectivement de scaler, comme tu le dis, et de pouvoir storer et catégoriser un peu tous les messages. La prochaine étape peut-être, c'est mettre une intelligence artificielle générative pour créer ta boîte, tu vois. Top. Génial. Faudra que tu reviennes alors. Si on y arrive, ouais. Et pardon de t'interrompre, mais donc le dernier pilier de Serena, c'est de dire, donc on a un fonds flagship qui est à sa 3e génération, on est en train d'arriver à la 4e génération, donc fait Serena 1, 2, 3 et 4, donc qui eux sont bien sûr toujours tournés vers la technologie, mais sur des stages un peu plus avancés. Donc ce qu'on appelle dans notre jargon, je ne sais pas quelle est ton audience, mais des tours A, B, C. Et on a pris une décision stratégique qui est de dire l'early stage, donc pré-seed, seed, est une des clés importantes, et particulièrement parce que le niveau de maturité en fait en Europe reste quand même assez jeune en termes de technologie.
Donc c'est des foyers de performance potentiellement vraiment importants. Et donc on a décidé que sur ces thématiques spécifiques, on allait créer des fonds spécialisés. Data Venture était le premier. Ok. Et dans l'intervalle, on a fait un autre fonds dans l'entertainment avec V13, avec un sponsor qui est la Française des Jeux. Et qui fait quoi ? Typiquement, qui investit dans... le gaming ouais, voilà, tout ce qui est gaming ou Connex Gaming et qui va être transformatif pour ce monde-là. D'accord. Donc ça, c'est V13. On a Racine Carré qui est dédié à l'impact, exactement. En fait, on ne voulait pas rentrer dans une dynamique de se dire on va mettre 20 ou 30% de notre fonds, notre gros fonds dans une thématique impact. On a dit ok, on va lever un fonds avec une thèse d'investissement et 100% du fonds, comme ça évitera toute discussion possible ou de savoir comment tu catégorises tel ou tel type de société. Donc on a décidé avec Racine Carré et on a décidé que l'impact était trop important pour pas y consacrer 100% de notre focus en termes de thématique d'investissement. Et on a pris la même décision. Donc on a pris la décision initialement avec Data Venture 1 de renouveler l'expérience pour deux aspects. Un, d'abord parce que la profondeur de notre marché finalement ne fait que s'accélérer. Enfin, on a des catalyseurs aujourd'hui, la Generative AI, on en parlait, est un de ces catalyseurs. Et on a décidé donc sur ce deuxième fonds, donc Data Venture 2 qu'on a annoncé la semaine dernière et qui fait 100 millions. Bravo. Merci en tout cas. C'est vrai que dans la période. Alors Ah non mais si quand même. Hein. Ouais, dans la période, mais pour être honnête, c'est surtout lié à ce qu'on avait fait avant. Ouais, c'est les LPs qui ont remis 96%. c'est ça, bravo. Qui ont réup. Donc on est passé de 60, ils étaient bien loqués. 70 à 100 millions. Je ne sais pas s'ils sont loqués. Ils étaient peut-être contents des performances qu'on leur offre. Enfin, je leur souhaite en tous les cas. Et donc du coup, juste pour finir sur cette spécialisation. On a 3 piliers, donc le même pilier historique qui est data management, data, intelligence artificielle, avec des composantes dans l'intelligence artificielle qui évoluent drastiquement, du type la générative AI. Ouais. C'est des sujets qu'on observe vraiment. Et je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas trop rentrer dans le hype, il y a plein d'autres choses quand même à faire. On a une deuxième thématique qui est blockchain. Alors, je me permets une toute petite précision parce que quand on dit blockchain, on dit normalement crypto. En fait, c'est pas notre sujet fondamentalement. En fait, nous, notre conviction, c'est la technologie qui est derrière. L'architecture, exactement. Ouais. Donc, on est sur des architectures distribuées. Et ça, pour nous, en fait, c'est une très très grande révolution qui va s'exercer. Alors, effectivement, c'est le fondamental technologique du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Mais je pense que dans le temps, en fait, ça va être le fondamental de beaucoup de solutions software. D'une façon générale. Enfin, c'est un peu notre vision. Alors, je te dis ça aujourd'hui, on se reparlera dans quelques années et au moins j'aurai une trace de notre vision, mais on pense que beaucoup de monde vont être disruptés par l'architecture de la blockchain parce que ça te permet d'avoir des contrats enterrés dans une technologie où il n'y a pas d'intervention humaine, où les flux sont beaucoup plus transparents. J'évoquerai Fipto là, dans la société que tu as déjà eu l'occasion d'inviter. C'est exactement notre point. En fait, le monde des flux bancaires est juste fucked up en termes d'organisation, de technologie, de transparence. Enfin bon, je te passe tous les détails. Il y a une forte marge d'amélioration, on va dire. Ouais, je suis peut-être un peu brutal. Je suis moins consensuel que toi. Mais merci de m'avoir repris en tous les cas. Mais en tous les cas, enfin, une fois de plus, pour moi, c'est pas mauvais. Ce que je dis, c'est juste des évolutions normales, transformatives, et c'est ce à quoi sert la technologie. Et puis le dernier pilier, c'est le quantique, qui finalement est relié. Juste quelques chiffres. En fait, il y a une loi de Moore qui s'applique dans la data. Donc, c'est-à-dire que la data qu'on va créer cette année, c'est toute la data qui a été créée depuis le début de l'informatique, en volume. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, quand tu veux computer cette data, processer cette data, il te faut de la capacité de processing. Et donc, en entrée, tu as beaucoup plus de volume. Au milieu, tu as beaucoup plus de complexité, puisque l'algorithmie est de plus en plus puissante aujourd'hui. Donc, il va falloir à un moment que le compute se transforme. Donc, il y a déjà eu des évolutions. C'est pour ça qu'on parle de gens comme Nvidia qui ont fait un bet dans l'intelligence artificielle générative et qui est juste magique. Mais je pense que c'est que le début. Donc il va y avoir besoin de vraies grandes transformations. Donc voilà.
Super, merci beaucoup, c'était hyper clair. Merci. C'est quoi les apprentissages principaux du premier fonds et est-ce que la thèse d'investissement a beaucoup évolué parce que on a l'impression que le secteur évolue de mois en mois, de semaine en semaine presque. Première chose et deuxième chose, il y a énormément de fonds qui se marketent entre guillemets sur ces sujets-là. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, que ce soit pas pour votre levée, mais pour investir après, pour déployer le capital? C'est deux bonnes questions. Je vais essayer de les prendre. Dans l'ordre. Alors, en fait, par rapport au premier fonds, non, il n'y a pas vraiment d'évolution. Donc, c'est-à-dire que on a le même pilier et on y a ajouté blockchain et quantique, qui de toi à moi, on avait déjà regardé le quantique à l'époque, mais le niveau de maturité n'était pas compatible avec la durée de nos fonds et l'ambition de performance du fonds. On pense que le niveau de maturité du quantique aujourd'hui est beaucoup plus forte et on vient d'investir dans une société d'ailleurs qui le représente, qui s'appelle Candela. Donc il n'y a pas vraiment d'évolution. Ça c'est pour répondre à ta première question. La deuxième partie de la question, c'est que la réalité, en fait, on n'a pas tant que ça de compétition, voire presque pas, pour être honnête avec toi. Alors, est-ce que c'est hyper niche, hyper spécialisé ? Non, j'irai pas jusque-là. Si tu regardes un peu les chiffres, je vais te donner quelques chiffres que je citais la semaine dernière. Donc, les premiers chiffres, c'est qu'aujourd'hui, si tu regardes après le fléchage du private equity sur nos stages, aujourd'hui, il est très concentré sur les couches applicatives. C'est-à-dire, on est un écosystème de VC en Europe assez nouveau. Si tu le compares, alors je déteste faire ça aux US ou à la Silicon Valley. À un moment, il faut quand même le regarder avec l'expérience. Ouais. On reste assez jeune et tout le travail qui a été fait, moi je suis né en 2006, pour te donner quelques chiffres, je crois que c'était 350 millions le VC en 2006, donc sur une année, et je crois que l'année dernière on a investi 13 milliards, tu dois mieux connaître les chiffres que moi, mais dans ces eaux-là, et en fait ce fléchage-là, il s'est beaucoup fait sur les couches applicatives, donc c'est-à-dire je vais transformer les usages. Donc par exemple un Uber, un Blablacar, un Back Market, un Doctolib. La réalité, c'est que tous ces gens-là s'appuient sur des infrastructures. Et si tu regardes un peu historiquement parlant ce qui s'est passé aux US, donc si tu prends 2003, 2013, 2023, en fait, dans les 100 plus larges market cap du monde, et si tu reprends le top 10, il y avait 3 sociétés de technologie en 2003, 4 je crois en 2013, 4 sur 10 aux US, pardon, et 8 sur 10 en 2023. Ok. D'accord, donc 8 sur 10 des plus grosses market cap cotées aux US sont des sociétés de technologie. Et plus spécifiquement des sociétés d'infrastructure, parce qu'on le connaît assez peu, mais je t'invite à regarder le parcours, par exemple, d'un Microsoft versus un Uber, parcours boursier d'un Microsoft versus un Uber. Un bon exemple, c'est Amazon avec toute leur couche d'infrastructure qui fait leur succès aujourd'hui. Le retail est presque, anecdotique dans leurs résultats. C'est plutôt le cloud qui les a fait exploser. Et donc, pour te dire tout ça, c'est qu'en Europe, si tu regardes un peu tu regardes le même comparable 2003-2013, il y avait une boîte de technologie dans le top 10 du top 100 des market cap et il y en a 0 aujourd'hui. Donc nous on fait ce constat-là, et on fait ce constat-là en disant, en fait, on est là pour feeder finalement demain les grands succès de demain, et on s'est dit finalement les infrastructures software sont le plus gros foyer de performance potentielle dans la technologie, et donc plutôt que de se concentrer comme 80% des VC, ce que j'évoquais en préambule sur les apps, on va faire des fonds plus verticalisés, plus spécialisés sur des domaines spécifiques. Et je viens à répondre à ta question, pardonne-moi, je suis un tout petit peu long alors que c'est moi qui ai pressé, mais... c'est hyper intéressant, si tu veux, tu peux déborder. Hein. Et du coup, nous, on va investir dans cette couche-là de 20% aujourd'hui, on va tenter de l'élargir avec des succès. Alors pourquoi, en fait, alors, une fois de plus, il faut faire attention au marketing, mais bien sûr, personne peut ignorer, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, à Generative AI. En 2017, quand on parlait d'intelligence artificielle, tout le monde nous regardait avec des yeux d'ovni, quoi. C'est des thématiques quand même un peu plus compliquées. C'est plus compliqué de connaître le sous-jacent technologique d'une intelligence artificielle générative ou de la blockchain ou du quantique que de comprendre l'usage et une fois de plus, je porte pas de jugement, je dis juste nous on aime faire ça, mais ça s'improvise pas. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est ça que tu veux dire. Donc après tu peux faire du marketing, ça c'est génial, j'adore. Non mais j'en ai fait beaucoup, donc je le dis avec beaucoup de passion dans mes yeux, mais la réalité quand même c'est que c'est des domaines assez spécifiques.
Et nous, on pense qu'il faut quand même avoir une certaine expérience et en plus, ça prend du temps d'apprendre ces secteurs-là. Est-ce qu'en termes de cycle de développement pour ces boîtes-là, ça s'apparente à de la biotech en termes de durée de développement, tu vois ce que je veux dire? Parce que développer un Uber, c'est beaucoup plus une stratégie go-to-market. Donc, pas du tout sur le même genre de cycle de développement. Ouais, alors, en fait, je pense qu'on est un peu entre les deux. C'est une bonne analyse. Je pense que les usages, c'est plus simple et c'est plus des plaies d'exécution, effectivement, dans le go-to-market. La technologie, en fait, ça s'appuie sur des fondamentaux de recherche et développement quand même. Et même spécifiquement dans le quantique, tu vois, ça s'appuie sur des recherches de dizaines d'années. Donc, je pense qu'on n'en est pas encore au stade de la biotech, qui a en plus pour être honnête, plein de contraintes réglementaires intermédiaires pour pouvoir progresser dans leur... et je suis pas un spécialiste, donc pour progresser dans leur avancée. Mais oui, effectivement, nous, on a quelques années de recherche et développement, et c'est pour ça qu'on vient très tôt dans les entreprises, avant de trouver ce qu'on appelle un product market fit. Excuse-moi pour les anglicismes. Non, mais c'est bon. T'en fais product market fit. Et après, effectivement, on s'intéresse au go-to-market. Moi, je l'ai vécu chez Thales. On a démarré, on a passé 2 ans à travailler à construire le produit et autres. Puis après, on s'est mis à exécuter le go-to-market au niveau international pour faire grossir l'organisation et devenir leader. Alors, d'une manière, je suis très agnostique de ce secteur, donc désolé si ma question est un peu simple. Aucun problème. Les operating partners, moi je vois donc quand je vois sur votre site un petit peu les profils des personnes, donc plutôt des personnes qui vont accompagner sur les opérations réellement, les RH, etc., le recrutement, etc. Mais sur ces technologies-là, qu'est-ce qu'il faut apporter en plus? Est-ce que vous avez des operating partners qui sont dédiés sur ce fonds-là? Ouais, alors exactement, et on a des compétences dans nos operating partners qui sont tournés vers ces fonds-là. Il y a des sujets un peu transverses quand même, et particulièrement évoqués les RH, pardon. Ça reste des sujets, toutes nos sociétés ont des besoins d'un point de vue technologique d'avoir les meilleurs ingénieurs. Donc ça c'est plutôt transverse. En revanche, tu as parfaitement raison de le préciser. On n'est pas dans les mêmes types ni d'exécution de go-to-market, par exemple, ni de construction d'un product market fit ou de compétences du type product manager, product marketing. Effectivement, on est obligé de se spécialiser sur ces thématiques-là. Et vous avez des experts aussi chez Serena que vous sourcez à l'extérieur? Oui, alors 100% des gens me diront, moi j'ai un carnet d'adresses d'experts que je peux t'amener. Nous, notre plaie, c'est plutôt de les avoir en interne quand même. Alors effectivement, on peut pas avoir toutes les compétences, mais la squad fait partie de ce schéma-là aussi pour pouvoir supporter des missions plus longues avec des experts, effectivement. Alors question, je sais que c'est pas un sujet qui te passionne, mais vas-y. Ça fait partie des questions un petit peu qui reviennent de mon côté. Il y a un arsenal réglementaire qui est en train d'être déployé en Europe. Je pense au AI Act, donc qui va mettre en place un cadre de travail assez lourd en termes d'auditabilité, des données, etc. Traçabilité. Exactement. Donc, ça fait ma fortune à une époque. Alors, est-ce que ça impacte le déploiement du fonds? Est-ce que tu vois, toi, des écueils, par exemple, que vous allez vous couper peut-être de sociétés en Europe, parce que ce sera beaucoup plus facile pour des sociétés en dehors de l'Europe de se développer, ou pas? Est-ce que ça fait partie des réflexions que tu as avec tes associés? En fait, dans la régulation, il y a plein de typologies de régulation. Il y a je pense objectivement qu'il y a plusieurs méthodologies qui vont s'appliquer. Enfin, de toutes les façons, il y a 2 méthodologies qui s'affrontent. Les anglo-saxons, on y va, on regarde, et puis une fois que on est passé sur le terrain, on régule. Ce qui est une approche, et il faut la respecter. Mais quand tu es entrepreneur, pour moi, en fait, c'est comme un terrain de foot, tu vois. Tu as des règles, tu as des limitations du terrain de foot, et ton enjeu, c'est de jouer dans le terrain, quoi. Et après, par rapport à nous, et pour revenir sur ton point de la régulation, et typiquement, on en parlait avec Fipto, un de nos requirements avec Fipto, c'était de dire, attends, nous, on veut jouer dans la régulation. On n'est pas là pour faire une aventure spéculative comme certains ont pu le faire. Je ne citerai pas de nom, mais c'est un peu obvious dans les cryptos. C'est pas notre plaie, c'est pas ce qui nous intéresse. On veut construire une vraie brique d'infrastructure qui va supporter les entreprises. Donc partant de ce constat-là, en fait, moi, la régulation, c'est super pour nous.
C'est juste, ça te permet de te renforcer, tu te mets dans les règles de la régulation et du coup, tu te gardes une carte de crédibilité qui est beaucoup plus forte dès le début. Ouais. Donc, non mais tu vois, je pense à ça parce que tu vois typiquement, il me semble que vous avez le Fonds européen d'investissement comme LP, si je me trompe pas. Voilà. Le FEI, le FEI va te fixer des règles d'investissement ou la BPI avec un certain pourcentage d'investissement en Europe. Ouais. Du coup, ça va quand même te limiter parce que tu vas devoir aller sourcer du deal flow en Europe et avec des contraintes. Les dés sont pipés par rapport aux Chinois ou aux Américains. Oui et non. Les Chinois, maintenant, je pense qu'ils sont un peu enfermés dans leurs frontières. Mais les Américains, pas du tout. Ouais. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Je vois exactement ce que tu veux dire. Alors, je vais reprendre. 75% de notre investissement doit être fait en Europe, 25% potentiellement rest of the world, et plus spécifiquement dans la technologie, l'Amérique est obvious. Est-ce qu'on a... Je pense qu'il faut absolument pas se mettre ces barrières-là. D'abord, 2 sujets. Nous, il faut pas... Pardon ? Ouais, t'es obligé, non ? Oui et non. Enfin, regarde ce qui s'est passé sur GDPR. Ouais. En fait, la Californie, typiquement, a très tôt miroré ce qui s'est passé avec la régulation européenne sur la data. Donc le DPA. Ouais, exactement. Ça, ouais. Le Data Protection Act. Exactement. Ouais. Je pense honnêtement que si tu veux être une société globale, ce qui est notre ambition avec nos organisations, en fait, tu vas être confronté à ça. Et alors, on parle de ces régulations-là, mais en fait, il y en a des dizaines et des dizaines sur le secteur d'activité ou les régions que tu veux adresser. Bien sûr. Non, mais est-ce que celle-là, elle me marque quand même, parce que ça devient, si tu regardes dans le détail, ça quand même, c'est assez lourd. Ouais. Mais est-ce que c'est pas bien ? Moi, je suis pas sûr du tout que ce soit pas bien. Non, mais écoute, alors, tu prêches une convaincue. Voilà. Mais ça, en termes de deal flow, en tout cas dans les années qui vont venir, ça risque d'être un poids pour certaines en Europe. Ouais, pour une organisation. Et une fois de plus, on va voir, parce qu'après, tu peux commencer dans ton développement à te développer au travers d'une première régulation et mettre en place toute l'organisation pour pouvoir t'adapter à d'autres régulations. Bon Bertrand, ton temps est compté, donc on va faire quelques petites questions encore. Est-ce que tu peux revenir sur certains investissements du fonds 1 et nous expliquer éventuellement s'il y a eu des exits, mais moi ce qui m'intéressait aussi c'est de comprendre pourquoi vous avez investi et les métriques que vous avez suivies particulièrement par rapport à des investissements plus traditionnels, je dirais, en VC. D'accord. Alors, le fonds, en fait, oui, on a fait quelques exits, des exits totales et des exits partiels. Je peux t'en citer quelques-unes, mais par exemple, on a fait Hull. Mais ce qui est intéressant avec la question, c'est qu'est-ce qu'on mesure pour le succès. Écoute, nous, notre vision, elle est assez simple. Ça va peut-être te paraître un peu besogneux comme approche, mais en fait, nous, on crée des socles technologiques qui vont être transformatifs d'un point de vue global et qui vont prendre des positions de leader dans les domaines que j'ai exposés en préambule, donc data management, l'intelligence artificielle, la blockchain et autres. Et pour nous, les facteurs de succès, c'est quoi ? C'est de la constitution. C'est-à-dire que pour nous, chaque société, alors une fois de plus, je suis peut-être une autre génération, mais chaque société, si elle a un produit, qu'elle génère de la valeur, elle va le vendre à des clients sous forme de souscription, majoritairement maintenant, puisque c'est le modèle le modèle commun. Donc on va faire ce qu'on appelle de l'ARR, Annual Recurring Revenue. Et donc on mesure en fait vraiment très fortement la capacité de ces sociétés-là à vendre à plus de clients. Et tu vois, dans notre fonds, on est assez fiers parce qu'on les prend très tôt. C'est les gens qui font pas de chiffre d'affaires, quasiment. Quand on arrive, voire zéro, on travaille sur le produit, on les amène à rencontrer leur marché avec les clients. Et tu vois, donc le fonds, il a 6-7 ans maintenant, 6 ans, pardon. On a des sociétés qui vont dépasser, tu vois, les 30-40 millions d'ARR dans les 18 prochains mois. Et ça, en fait, on a très peu en France, paradoxalement. Et nous, on en a quelques-unes. Et donc, comment on les valorise après ? Alors là, après, c'est un peu plus notre sujet, pour être franc avec toi, entre guillemets. Dans le sens où, moi, je dis toujours, en fait, il y a des choses, des paramètres que tu maîtrises. Donc, tu maîtrises la qualité de ton produit, la qualité de construire ton organisation, l'exécuter et faire grossir ton chiffre d'affaires. Le multiple du marché public, en fait, tu as zéro maîtrise dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, les marchés publics ont divisé les multiples par 2. Tout le monde a divisé ses multiples par 2. Nous, c'est pas un sujet. Nos boîtes, elles grossissent de 40-50% par an. Elles ont un fondamental fort technologique. Tu peux pas les dépluguer de ton organisation. Donc, on a du renewal,
On a du net retention rate. Je ne veux pas parler en net retention rate. En fait, j'ai un client qui m'a acheté une licence pour l'année à 100 en 2022. En 2023, il va m'en acheter pour 120. Et donc, du coup, ça te fait 20% de croissance déjà assurée, quoi. Et pour la profitabilité ensuite de tes canaux de go-to-market, c'est hyper évident. Donc, les best in class, tu vois, c'est 40-50% de croissance aujourd'hui. Dès que tu passes en fait une taille critique, et la taille critique, c'est plutôt 20-30 millions. Best in class, donc ça c'est sur la top line, la RR, sur le net retention rate, donc après gross margin, je vais descendre, gross margin 75%, à peu près de gross margin, donc c'est tous les coûts que tu enlèves entre ta top line et tes OPEX, et puis après le net retention rate c'est à peu près best in class 120%. Et voilà, là tu check à peu près toutes les boxes. Après, bon, je vais pas rentrer. On a fait un papier là-dessus d'ailleurs chez Serena si ça t'intéresse. Sur les meilleures practices en termes de KPIs. Tu as la Rule of 40, qui mesure ta performance commerciale. Je passe les détails. Non, d'accord. Pas intéressant. Ouais. Ça marche. Écoute, merci d'avoir répondu à cette dernière question. Avant de te laisser partir, quel bouquin tu nous recommandes ? Alors, et regarde, tu vois, je vais pas te mentir, je suis dans un truc, alors j'aime beaucoup la mer, et voilà ce que je suis en train de lire, tu vois. Éric Tabarly, Mémoire du large. Ouais, voilà. On me l'a recommandé. La personne qui me l'a recommandé a fait un très très bon choix. Et j'arrive pas à le quitter. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais c'est ce que je regarde. Ouais. Exactement. Super. Alors, je suis pas très corrélé à ton podcast, mais non, je le écoute, conseille en tous les cas. Moi, je lis aventure. plus du tout de business, de bouquins business, moi, en ce moment. Plutôt de la philo. Merci Bertrand, c'était top et tu repars à l'heure. Merci de ton temps. Je suis contente. Merci, c'était trop bien. Salut. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.